Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur laquelle je suis un petit peu en retard étant donné qu'on est déjà mi-janvier. Parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de l'ensemble de mes coups de cœur de l'année 2024 et cette vidéo risque de durer un petit peu longtemps. Donc je vous conseille de prendre un petit chocolat chaud, de vous mettre bien cosy sous un plaid avant de commencer parce que comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une très grosse pile et ce n'est que la moitié des livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Et oui, parce que j'ai eu beaucoup de mal à faire une vraie sélection. En plus il y a pas mal de sagas, ce qui explique aussi pourquoi il y a autant de livres parce qu'à chaque fois il y en a 3 ou 4 minimum. Je lis beaucoup de livres par an, donc forcément heureusement qu'il y a beaucoup de livres sympas dont j'ai envie de vous parler, sinon ça veut dire que mon année aurait été un petit peu pourrie en termes de lecture. Et j'en profite aussi pour faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Je sais que beaucoup se comparent en termes de lecture, notamment en nombre de livres lus à l'année. Ne vous comparez pas parce que vous ne savez pas forcément comment les autres lisent, quelles sont leurs habitudes, quel est leur métier, leur disponibilité, etc. Je sais que pour ma part, je lis énormément parce que forcément c'est ma passion, mais aussi parce que je crée du contenu au sujet des livres, donc il faut forcément que j'en lise. Que je suis auto-entrepreneur, donc je passe mon temps la plupart du temps à la maison, ce qui fait que j'ai beaucoup de temps pour lire et ce n'est pas le cas de tout le monde, donc ne vous comparez pas aux autres. Si vous lisez déjà un livre par mois, c'est génial. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Si vous en lisez 15, c'est super. Vraiment, ne vous prenez pas la tête sur votre nombre de livres lus à l'année. L'important, c'est juste que vous aimiez la lecture et que vous vous épanouissiez sur les livres que vous pouvez lire. Voilà, c'était le petit disclaimer de début de vidéo et du coup, on peut passer à la suite. Je ne vais pas vous en parler par ordre chronologique parce que ce serait un petit peu relou à organiser, mais du coup, je vais essayer de les séparer notamment en genre littéraire. Je trouve ça un petit peu plus simple. On va commencer bien sûr par la romantasy qui est mon genre préféré, puis on passera à la dark romance, la romance et enfin une petite catégorie autre avec les thrillers, la fantasy, les graphiques. Et encore une fois, comme j'ai beaucoup de livres dont j'aimerais vous parler, à chaque fois je vais essayer de vous donner notamment les tropes, peut-être quelques phrases pour vous donner un petit pitch et vous donner envie de les lire. Mais je vais pas aller creuser plus que ça parce que sinon la vidéo ferait potentiellement 5 heures étant donné que je suis une énorme pipelette. Donc je vous invite, si jamais vous avez des questions sur les livres, à tout simplement venir m'en parler en commentaire ou sur les autres plateformes, ou à aller regarder tout simplement des résumés sur internet ou en librairie si vous voulez en savoir plus sur certains livres. C'est parti, on s'y met. Et le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit du premier tome de Les Ombres de nos âmes. C'est une trilogie qui est sortie chez EH. Et il est écrit par Jay Saylor, c'est une romantasy urban fantasy avec un world building extrêmement poussé et très original. Pour le coup, c'est quelque chose que je n'avais jamais lu et ça, je trouve ça parfait. On va avoir des jeux politiques, on va avoir un female rage, on va avoir un espèce de dark academia un petit peu. Et il est vraiment parfait pour tous ceux qui aimeraient découvrir une romantasy vraiment riche avec un monde totalement incroyable, plein de personnages, plusieurs romances. Le tome 2 est déjà sorti, le tome 3 arrive bientôt et franchement, je n'en ai entendu que du bien, j'ai pas encore eu l'occasion de les lire. Mais franchement, vu le tome 1, j'ai confiance. Pour ce qui est du résumé, on est dans un monde où les femmes n'ont pas le droit d'utiliser leur pouvoir, même si elles sont puissantes, elles doivent totalement les garder pour elles. Sauf que nous, on va suivre Astoria qui est totalement contre ça et qui en plus est dans un mariage arrangé avec un espèce de mec un petit peu... Bref, on le déteste. Et du coup, elle va tout faire pour fuir ce destin morose et changer la vie de toutes les femmes de son royaume. Il y a vraiment des thématiques ici sur la rébellion gouvernementale et le féminisme et franchement, il est extrêmement bien écrit. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Ensuite, le deuxième livre dont je voulais absolument vous parler parce que ça avait été un énorme coup de cœur, il s'agit de Les épreuves de la Reine Soleil de Nisha J. Tully aux éditions Michel Lafon. Que ce soit ce premier tome ou le second tome qui s'appelait La loi du roi Aurore, ça avait été pour les deux des énormes coups de cœur avec des tropes incroyables, des personnages totalement moraligrés, beaucoup de tension. Un world building incroyable. Seule petite ombre au tableau, j'ai lu récemment Le destin du roi Soleil et ça a été une terrible déception. Mais je voulais quand même vous parler des 2 premiers tomes parce que je les ai vraiment adorés, je les ai dévorés en quelques jours. En termes de tropes, pour le premier, on est sur une héroïne badass avec des épreuves, de la compétition entre femmes et franchement, c'était génial. Un petit peu vulgaire, mais le world building rattrape le tout et les personnages sont d'une profondeur que j'ai adorée. Pour ce qui est du résumé, on va suivre Laure, qui est une jeune femme qui est emprisonnée avec son frère et sa sœur depuis des années, qui a un passé un petit peu flou, elle est pas vraiment censée être là et pourtant on comprend qu'il y a quand même des raisons qui font qu'elle est en prison. Sauf qu'un jour, elle se fait kidnapper et emmener dans un nouveau royaume dans lequel on va la mettre en compétition avec d'autres femmes pour remporter le cœur du roi et potentiellement devenir sa reine. Ensuite, il a été dans les tops et dans les coups de cœur de beaucoup cette année. Il s'agit de Powerless, qui est le premier tome d'une trilogie avec quelques tomes bonus. Et comme beaucoup d'entre vous, ça a été un énorme coup de cœur. On est ici sur un Enemies to Lovers avec de la magie, une compétition, de la survie, et vraiment, je l'ai dévoré. Déjà, l'univers est incroyable et franchement, je trouve qu'on reprend tous les codes de la romantasy comme on l'aime. Et forcément, ça marche quoi.
Dans ce livre, on va découvrir le royaume d'Ilia, dans lequel seules les personnes qui sont dotées d'un pouvoir ont le droit de vivre. Et nous, on va suivre Paydin, qui malheureusement est justement née sans pouvoir et fait semblant d'être médium depuis toujours pour ne pas être tuée. Un jour, sans le savoir, elle va sauver l'un des princes et ça va totalement changer son destin, parce que du coup, elle va être tirée au sort pour une énorme compétition. Et tout ne va pas se passer comme prévu, vous vous en doutez. Que ce soit le world building, la plume, la tension entre les personnages, c'était incroyable, j'ai pleuré, donc j'étais obligée de vous le mettre dans ce top. Ensuite, j'ai aussi adoré Une Bresse sous la cendre, que j'ai ici en anglais, mais je l'ai écouté en français en audiobook. Cette fois-ci, en termes d'univers, on va être plutôt sur une fantaisie orientale, avec un royaume dans lequel c'est l'armée qui a pris le pouvoir, et où la sagesse, le fait de savoir lire, etc. sont totalement proscrits. Et dans ce roman, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Laia, et qui va essayer justement de se battre contre ce système pour des raisons que je ne peux pas vous donner, parce que j'aurais pas vraiment envie de vous spoil. Et en parallèle, on va aussi suivre Elias qui, pour d'autres raisons, malgré le fait qu'il soit dans l'armée d'élite, espère aussi pouvoir s'enfuir et échapper à ce destin. Ici, on va être sur des tropes d'empire vs résistance, sur un espèce d'ennemi to lovers, mais pas vraiment, je dirais plutôt un rival to lovers. Je saurais pas vraiment le qualifier, mais en tout cas, c'est un énorme slow burn, et dans lequel on va avoir énormément de complots, de trahisons, de secrets. Vraiment, c'est incroyable, et c'est le premier tome d'une... Je sais plus comment on dit quand il y a 4 tomes. Mais bref, une saga avec 4 tomes. Le tome 2 d'ailleurs vient de sortir en français et on devrait avoir les tomes suivants assez rapidement. Ensuite, je me dis que j'aurais dû vous le garder pour la fin parce que c'est vraiment mon coup de cœur au niveau de tous les coups de cœur. Il s'agit de la trilogie Once Upon a Broken Heart de Stephanie Gerber, donc Il était une fois un cœur brisé. C'est une saga spin-off de la trilogie de Caraval que j'avais adorée, mais celle-ci a vraiment dépassé toutes mes attentes. Que ce soit dans Caraval ou dans cette saga-là, le world building est totalement poétique, original, il est incroyable, il nous fait voyager. L'autrice a réussi à mêler la douceur au gore et à la violence, et c'est vraiment une prouesse phénoménale. En termes de tropes, on va être sur un pacte, chantage, avec un énorme slow burn, de la trahison, des mensonges, une espèce de magie un petit peu particulière. Et franchement, si vous avez aimé Caraval, vous aimerez ce livre, c'est sûr. Parce que la plume de Stephanie Gerber est beaucoup plus légère que dans la première trilogie, donc vraiment foncez. Et si vous n'avez pas encore lu Caraval, vous pouvez quand même lire cette trilogie sans souci. C'est pas forcément ce que je vous conseillerais étant donné que le world building est plutôt créé et développé dans la première trilogie, mais ça se fait totalement. En tout cas, dans le tome 1, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Evangeline et qui, du jour au lendemain, voit son amour se fiancer avec sa sœur. Pas très sympa, me direz-vous, mais elle comprend rapidement que c'est à cause d'une malédiction. Et pour faire annuler leur mariage avant que tout soit scellé, elle décide d'aller voir le prince de cœur, qui est une des divinités dans ce world building, et elle va essayer de négocier avec lui qu'il dépatouille cette situation. Sauf que bien évidemment, en échange, il va lui demander quelque chose, et ce n'est autre que 3 baisers à avoir quand il le souhaite, pas forcément sur lui, mais sur d'autres. Et bien évidemment, vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu parce que quand on passe des pactes avec des êtres un petit peu magiques, en général ça se passe pas super bien. Mais bon, je vous laisse le lire pour le découvrir. Ensuite, le livre dont je vais vous parler, il est aussi, encore une fois, dans les tops de beaucoup de personnes cette année parce qu'il s'agit de Fourth Wing de Rebecca Yarros. Moi j'ai l'édition anglaise, mais elle est bien évidemment sortie en français, en tout cas pour les 2 premiers tomes, et le tome 3 arrive en 2025. Bon, je pense que sur celui-là, j'ai pas besoin de passer trop de temps, vous l'avez déjà vu passer partout sûrement. Vous connaissez les tropes, on est ici sur une académie, sur de la survie, sur de la compétition. Il y a des dragons, il y a un ennemi to lovers, il y a de la tension. En veux-tu, en voilà. En même temps, si vous n'êtes pas encore convaincu, c'est que de base vous souhaitiez pas le lire, donc on va pas non plus s'étendre sur le sujet. Par contre, je tiens aussi à dire que même si le tome 1 a été un énorme coup de cœur, ça n'a pas été le cas malheureusement de Iron Flame. Je pense que j'ai mis peut-être 2 semaines ou 3 semaines à le lire parce que j'avais vraiment beaucoup de mal. Je l'ai trouvé très lent, je l'ai pas trouvé super bien développé, notamment en termes de tension, de personnages. J'ai détesté la relation entre Violette et Xaden, franchement, je les ai trouvés insupportables, autant l'un que l'autre. Donc ça a été une grosse déception. J'attends le tome 3 pour vraiment me faire une idée sur la saga au global. Mais bon, encore une fois, je devais vous en parler parce que j'ai adoré le premier tome, mais petite déception sur celui-ci. Ensuite, un one-shot que j'ai lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Captive de l'Impris de Marjorie Burbeau. En termes de tropes, on va être sur des complots, une guerre de pouvoir, mais aussi sur un kidnapping avec de la proximité forcée et le tout dans un monde où il y a des sorcières et des sirènes. C'est une romantaisie adulte, assez sombre, et franchement, j'ai été totalement conquise. Il y a beaucoup de tension, l'intrigue nous tient en haleine tout du long, et les personnages sont très très chouettes, donc je vous le conseille. Dans ce livre, on va suivre du coup Hera, qui a un pouvoir un petit peu spécial, elle peut se rendre partout où elle le souhaite en un claquement de doigts. Et ce pouvoir, elle essaye quand même de le cacher et de se faire discrète tout en faisant payer des gens pour les faire sortir du royaume. Jusqu'au jour où elle se fait kidnapper par un certain Silas qui veut à tout prix se servir de son pouvoir pour rentrer dans la forteresse de l'Empire pour faire quelque chose, mais elle ne sait pas trop quoi. Encore une fois, on va être sur des jeux de pouvoir, sur une intrigue de royaume et vraiment, je vous le conseille. En plus, c'est un one-shot et il est plutôt court, donc vous avez pas trop de raison de me dire non. Et enfin, pour terminer, côté romantaisie, le dernier dont je vais vous parler, c'est une dystopie et il s'agit de The Book of Ivy, qui est une duologie. Il y a un second tome qui s'appelle The Revolution of Ivy.
Et comment vous vendre ce livre autrement qu'en vous disant que c'est Le Pont des Tempêtes, mais version post-apocalyptique. Aussi simple que ça. L'univers est simple, la plume est extrêmement accessible, ça va très rapidement. Il y a beaucoup de tension, mais de mémoire, il n'y a pas beaucoup de smut. C'est vraiment pas mal. Comme je vous le disais, il s'agit d'une dystopie post-apocalyptique dans laquelle on va suivre un énorme groupe de survivants, dans laquelle deux grandes familles s'opposent, dont notamment celle de Ivy, qui a 16 ans et qui va devoir épouser Bishop, le fils de l'autre famille, du coup. Sauf que elle, ce mariage arrangé, elle n'en veut pas, et avec sa famille, ils ont fomenté un meurtre parce qu'elle veut tuer son futur époux. Ça se lit très rapidement, il y a des plot twists, franchement, c'est un bonbon. Donc si vous cherchez quelque chose d'original et dont vous n'avez pas encore trop entendu parler, bah franchement là, vous tenez quelque chose. C'est fini pour la romantaisie, on peut passer à la fantasy. Pour le coup, je n'ai que 2 livres à vous présenter. Le premier, ça avait été un énorme coup de cœur en début d'année et il s'agit de Noblesse oblige, de Maïwan Alix aux éditions Slalom. On est ici sur une uchronie dans notre monde si la monarchie était toujours au pouvoir. Et nous, on va suivre Gabrielle, qui est une jeune femme anti-royaliste qui déteste la monarchie au plus haut point et qui du jour au lendemain va être sélectionnée pour participer à la télé-réalité qui est censée élire la reine. Vous vous doutez bien qu'elle va se servir de cette opportunité pour découvrir les petits secrets de la monarchie et potentiellement les faire tomber. En tout cas, c'est son but et je peux vous dire, elle a pas froid dans le dos. C'est un livre avec énormément de violence, beaucoup de trigger warning. Beaucoup pensent que c'est une romantaisie, attention, c'en est vraiment pas une. Là, on suit surtout une femme forte, mais c'est incroyable, franchement, lisez-le. En plus, je vous dis que c'est un one-shot. Alors oui et non, parce qu'ils viennent d'annoncer un tome 2, mais en même temps, vous pouvez le lire tout seul, il se suffit aussi à lui-même. Donc vraiment, n'hésitez pas, il est incroyable. Et enfin, le deuxième livre dans la catégorie fantasy, en fait, il s'agit plutôt d'une trilogie. C'est La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty. Et vraiment, j'ai une relation amour-haine avec ce livre. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, ce sont d'énormes pavés de fantasy avec un world building ultra complexe, très détaillé. On est sur une fantasy orientale mais qui est incroyable. C'est un livre qui fait voyager, il y a énormément de créatures, énormément de personnages, des intrigues de dingue, des plot twists de dingue. Si vous aimez la high fantasy, vraiment lisez ce livre. Pour le coup, pour moi, ce qui a été très compliqué, c'est que je suis plutôt habituée à la romance avec des plumes très fluides et un world building complexe mais pas trop, faut pas abuser. Et du coup, c'était très long pour moi, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de détails. Je crois que c'est le seul livre de ma vie où j'ai dû me faire une fiche de lecture parce que j'arrivais pas à suivre. Voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Mais par contre, c'est aussi un avantage parce que c'était extrêmement riche et comme je vous le disais, ça m'a fait voyager. Je n'ai pas vu le temps passer, même si j'ai mis des semaines à les lire ces 3 livres. Les personnages sont extrêmement complexes, les intrigues sont dingues, enfin, c'est vraiment amour-haine. Parce qu'il m'a fait du mal, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. En termes de tropes, on va avoir un triangle amoureux, on va avoir des intrigues de complot, etc. De la recherche de qui je suis, mes racines. On va avoir aussi un peu un road trip, je sais pas si c'est vraiment une trope, mais en tout cas une quête. Et vraiment, si vous n'avez pas peur des 3 gros pavés, allez-y, les yeux fermés. Dans ce livre, on va suivre Nari, qui est une jeune femme qui habite au Caire et qui rêve d'être médecin, sauf qu'elle a pas forcément d'argent. Et du coup, pour essayer de mettre un petit peu de sous de côté et s'en sortir dans la vie, elle décide d'escroquer les gens, en leur faisant croire qu'elle peut gérer des malédictions, qu'elle peut invoquer des djinns, ce qu'elle n'est pas censée savoir faire, sauf qu'en fait, un jour, bizarrement, ça va marcher. Mais malheureusement pour elle, elle ne tombe pas sur n'importe qui, parce qu'elle va rencontrer du coup Dahara, qui décide de ne pas se séparer d'elle et de la mener dans un royaume fantastique dont elle n'a jamais entendu parler, et il s'agit de la Cité de Laiton d'Aevabad. Je vais pas vous en dire plus parce que si je vous disais plus, ça serait spoilé. Donc encore une fois, lisez ce livre. Je vous avais dit que c'était le dernier livre, donc il fallait que je vous parle, mais en fait pas du tout. Il y a mes bébés, les Holy Black, avec la saga du coup du Peuple de l'air et le premier tome, Le Prince Cruel. Ici on est sur de la fantasy young adulte, avec pourtant un world building qui est extrêmement bien développé. La plume de Holy Black est incroyable. On est sur du fantastique, mais on est sur du fantastique tellement moderne et tellement... Franchement, si vous avez jamais lu Holy Black et que vous connaissez pas cet univers, en fait faites-le parce que je ne peux pas le décrire tellement il est incroyable. Attention, beaucoup de personnes disent que c'est de la romantaisie, je ne suis pas forcément d'accord, pour moi la romance est au second plan, donc ne vous faites pas avoir si c'est pas trop votre truc quand il n'y a pas de romance, ça risque un petit peu de bloquer. Mais par contre en termes de tropes, on va être sur de la proximité forcée, on va être sur un female rage, on va être sur... un drame familial énorme, des complots, des intrigues de cour, avec des retournements de situation incroyables, et des personnages franchement très moral Y. Dans ce livre, on va suivre Jude, qui est une jeune humaine qui du jour au lendemain va être kidnappée avec ses sœurs par un monstre qui va tuer devant ses yeux ses parents pour les emmener dans un monde un petit peu spécial qui s'appelle Terra Fae. Sauf qu'une fois sur place, elle est humaine et je peux vous dire que là-bas, les jeunes Fae, ils sont un petit peu contre les humains et du coup, elle va en prendre plein la tronche. Sauf que Jude, elle décide de pas se laisser faire et elle veut devenir chevalier, même si elle est pas censée pouvoir le faire étant donné qu'elle est humaine. Et franchement, comme pour Force Wing, je pense que j'ai pas besoin de m'étendre encore plus. Si vous ne l'avez pas encore lu, c'est que vous en avez pas envie. Parce que vous l'avez déjà vu passer, je pense, partout sur les réseaux. Et notamment pour un jeune homme qui s'appelle Cardan. Oui, vous avez forcément déjà entendu parler de Cardan. Donc si vous étiez pas déjà convaincu, en fait ça sert à rien que je me batte, on va pas se mentir. J'ai dû faire une petite pause pour mettre la batterie externe sur la caméra parce que j'avais plus de batterie, donc c'est normal que le champ ait un petit peu changé.
Et du coup, je me suis rendu compte en même temps que j'avais oublié de vous parler de 3 romantaisies. Oui, je ne m'arrête pas. Du coup, c'est parti, on repart sur la romantaisie. Je suis désolée pour ce petit aller-retour, mais il fallait absolument que je vous parle de Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. C'est le premier livre que j'ai lu de cette autrice et vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. Elle a une plume extrêmement poétique, elle construit des world building tout aussi poétiques. Et celui-ci, vraiment, c'est un bonbon, il se lit ultra rapidement, c'est beau, c'est doux, j'adore. Pour ce qui est des tropes, on va être sur de la proximité forcée et un if elle first. L'univers fantasy tourne autour des saisons et en plus de ça, il va y avoir tout un thème sur la peinture. Parce qu'on va suivre Isobel, qui est une jeune humaine dans un monde dans lequel les failles et les humains ne se mélangent pas trop. Et pourtant, la plupart de ses clients sont des failles parce qu'elle est vraiment extrêmement talentueuse. Jusqu'au jour où un faille un petit peu mystérieux et très charismatique va arriver chez elle et lui demander de faire son portrait. Sauf qu'elle va réussir à faire quelque chose qu'elle n'est pas censée faire, c'est-à-dire mettre de la tristesse dans les yeux de ce faille. Sauf que ça va pas trop lui plaire et du coup, il va décider de l'emmener vers le tribunal des failles. Ils vont donc partir sur les routes ensemble de manière un petit peu forcée parce qu'elle a pas vraiment envie d'y aller, elle a un petit peu peur, on va pas se mentir. Mais sur la route, bien évidemment, ils vont un petit peu se rapprocher et je ne vous en dis pas plus. En tout cas, c'est tout doux, ça se lit tout seul, vraiment, allez-y. Ensuite, j'ai aussi oublié de vous parler de Heartless Hunter qui a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année d'ailleurs. C'est le tome 1 d'une duologie, le tome 2 devrait pas tarder à sortir chez PKJ. Et franchement, je l'ai écouté en livre audio et c'était incroyable. En termes de tropes, on va être sur un monde où s'affrontent les sorcières et les chasseurs de sorcières, avec un enemies to lovers, avec des mensonges, de la trahison, une identité secrète aussi. Il y avait tous les ingrédients pour que ce soit génial et ça l'a été. Ce roman se passe dans un monde dans lequel les sorcières qui étaient au pouvoir ont totalement été déchues après une énorme révolution et elles sont désormais chassées et tuées. Et nous on va suivre Rune qui, malgré le fait que toute sa famille c'est des sorcières, arrive à rester dans la haute société et qui a réussi à faire croire à tout le monde qu'elle était la personne qui détestait le plus au monde toutes les sorcières. Sauf que vous vous en doutez, c'est pas du tout le cas et elle va se servir un petit peu de ce masque pour en faire libérer un maximum. Sauf que pour ça, elle a besoin d'espionner l'armée et quoi de mieux que de le faire sur un garçon en particulier, le chasseur ultime. Oui, c'est un peu cliché, mais franchement, ça fonctionne bien, la plume est incroyable, le world building est très cool, et visuellement, en tout cas, moi, ce que j'ai imaginé, c'était très original, donc je vous le conseille à 100%. Et enfin, la dernière romantaisie, elle était pas encore sortie en fin d'année, elle sort en février et elle vient d'être annoncée, mais j'ai déjà eu la chance de la lire, fin décembre d'ailleurs. Et ce n'est autre que Bloodguard. On est sur une romantaisie sur le thème des gladiateurs, avec une proximité forcée, un female rage. C'est très gore, c'est très violent, mais franchement, c'est ultra original. Les personnages sont super, il y a beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de plot twists. Vraiment, ce livre, il m'a surprise du début à la fin. Et dans ce livre, nous, on va suivre Late, qui est justement un gladiateur, qui a choisi de mettre sa vie en danger pour récupérer un petit peu d'argent et potentiellement la liberté de sa famille. Sauf que plus le temps passe, plus dans l'arène, ça devient compliqué parce que le gouvernement fait son possible pour tuer tous les gladiateurs. Et même si c'est clairement le meilleur, il passe quand même de plus en plus souvent aux portes de la mort. Et du coup, le jour où une jeune femme qui s'appelle Maeve, et qui n'est autre que la princesse de ce royaume, lui propose de le prendre sous son aile, il va être obligé d'accepter. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce que Maeve déciderait de prendre ce jeune homme sous son aile? Bah ça, je vous laisse le lire pour le découvrir. En tout cas, encore une fois, ça a été un énorme coup de cœur parce qu'il y a un rythme qui est incroyable, des personnages qui sont dingues. Ça va vite, il y a de l'action, des plot twists, vraiment, lisez ce livre. Cette fois, je crois qu'on est bon pour côté romantaisie et du coup, on peut vraiment passer à la romance cette fois. Et pour le coup, ça va être plutôt simple côté romance, new romance, parce qu'il n'y en a que 2. Le premier étant From the Embers, que j'ai dévoré et adoré. Vraiment, si je devais choisir qu'une seule romance sur l'année, ça aurait été celle-là, parce que j'ai été extrêmement surprise. Pour ce qui est des tropes, on va être sur de la trahison, sur le deuil, sur la reconstruction, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi grâce au résumé. Dans ce livre, on va suivre Eason qui, avec sa femme, décide d'inviter leurs meilleurs amis à dîner un soir. Sauf que pour des raisons mystérieuses, la maison va exploser et il va essayer bien évidemment dans les flammes de secourir sa femme. Sauf qu'une fois dehors, il va se rendre compte qu'il a malheureusement sauvé la femme de son meilleur ami et non la sienne. Pour ne rien arranger, il ne peut pas supporter Brie, mais malgré tout, il va décider d'emménager avec elle pour pouvoir élever ensemble leurs enfants respectifs et s'entraider dans cette reconstruction très compliquée. Déjà, rien que dit comme ça, vraiment, moi personnellement, le résumé me tentait énormément, mais ce que j'ai trouvé fou avec ce livre, c'est qu'il y a tellement, et alors tellement de choses qu'on ne peut pas deviner dans ce résumé, que c'est impossible de me dire que quelqu'un a deviné la fin en commençant le livre. Voilà, je ne peux pas l'entendre, je ne serais pas d'accord. Dans ce livre, on pleure, on crie, on rigole. Les personnages sont super attachants, il y a des moments très émouvants, vraiment, lisez ce livre si ce n'est pas déjà fait. En plus, je trouve qu'on n'en parle pas assez sur les réseaux littéraires, donc vraiment, si vous pouviez lui donner un peu plus de visibilité, ce serait top. Et la deuxième romance dont il fallait absolument que je vous parle, bien évidemment, c'est Un printemps pour te résister de Morgane Moncomble. Pareil, je pense que celui-là, vous en avez pas mal entendu parler, donc on va essayer
passé assez rapidement dessus. Pour ce qui est des tropes, on est sur une mère célibataire, sur un mariage arrangé, sur un ex toxique et sur de la proximité forcée. Et là, on a un des chouchous du BookTok en termes de book boyfriend, vraiment, rencontrer Camille Levesque. C'est nécessaire. Pour ce qui est du résumé, on va suivre Nolia, qui a une petite fille et qui galère un petit peu à s'en sortir financièrement, malgré le fait que sa famille est pétée de thunes. Sauf que la condition qu'il lui donne pour l'aider financièrement, c'est qu'elle se marie à tout prix. Et pour éviter que ses parents la forcent à retourner avec son ex qui est ultra toxique, elle décide de proposer à Camille Levesque, un milliardaire qui a une réputation très sulfureuse. Et lui, il voit une opportunité justement de montrer à la population qu'en fait, si, ça va. C'est un homme bien et posé, voyons. Bref, ça arrange les deux, ils vont donc décider de se mettre ensemble. Et même si pour des raisons évidentes, ils sont pas trop censés s'apprécier, en fait, bien évidemment, proximité forcée, vous connaissez, leur relation va se développer et c'est pour notre plus grand bonheur. Pour le coup, j'avais pas particulièrement d'attente sur ce livre et j'ai été étonnamment surprise de la construction. J'ai vraiment beaucoup aimé, il y a beaucoup de surprises que je n'avais pas vu venir. Vous allez dire que je suis peut-être naïve, mais bon, bah allez-y, vous avez raison. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, donc je ne peux que vous le conseiller. C'est mon préféré des Seasons et c'est le seul auquel j'ai mis 5 étoiles, donc voilà, fallait que je vous en parle. On peut maintenant passer à la dark romance et j'en ai deux dont il faut absolument que je vous parle parce que les deux ça a été des énormes coups de cœur. Le premier, ça a été Le Serpent et la Mule que j'ai dévoré en moins de 24 heures. Vraiment, il est excellent. On est ici sur une mafia romance avec une thématique cartel, de la proximité forcée, des sacrifices, encore de très gros plot twists et la tension entre les personnages est incroyable. Pour ce qui est du résumé, on va suivre Camilla qui a perdu son père à cause des cartels et qui aujourd'hui voit son petit frère un petit peu se mettre dans la merde, hein, faut être très honnête, voilà. Il doit de l'argent au plus gros cartel du Brésil, sauf que Camilla, qui a déjà perdu son père, ne veut pas perdre son frère aussi, et elle va donc se sacrifier. Pour ça, elle va aller proposer sa vie en échange de celle de son frère, en se portant volontaire pour faire la mule, tout simplement. Sauf que les cartels, une fois qu'on y rentre, c'est très compliqué d'en sortir, et même si elle ne l'avait pas prévu, finalement, ça va peut-être lui plaire. Bref, de la tension, des plot twists, et attention, une plume incroyable. Vraiment, Marina ML, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un petit peu vulgaire parce que forcément c'est de la dark romance, mais pourtant il y a énormément de poésie, et même s'il y a énormément de TW, je trouve que c'est quand même une dark romance qui est plutôt accessible. Voilà, mais faites quand même très attention à vous, s'il vous plaît. Et ensuite, on est plutôt sur une romance psychologique, c'est vrai, c'est pas vraiment une dark romance, mais je voulais quand même le mettre dans cette catégorie parce que ce n'est pas une romance toute simple. Il s'agit de Troublemaker de Laura Swan qui a été un de mes énormes coups de cœur. C'est une duologie, les deux sont sortis. En termes de trope, on est sur une relation prof-élève avec beaucoup de chantage. Le développement psychologique est incroyable, vraiment ce livre m'a déchiré le cœur, c'est vraiment le cas de le dire. Dans ce livre, on va suivre June qui se fait maltraiter à la maison, qui est dans une famille qui ne la reconnaît pas du tout et qui au contraire ne fait que la rabaisser. À l'école, c'est pareil, elle est harcelée pour des raisons qui sont pas très sympas bien évidemment. Et un jour, comme si elle avait pas déjà assez de problème, elle se fait cambrioler et elle voit son agresseur qui décide, on sait pas vraiment pourquoi, de ne pas lui faire du mal et de faire comme si elle n'avait jamais été là. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais bon, il y aurait pas eu de livre, on va pas se mentir. Sauf que non, parce que à la rentrée, quand elle va revenir au lycée, elle va voir que le cambrioleur est son nouveau prof de maths. Aussi simple que ça. Je ne vais pas aller plus loin sur le résumé, mais vraiment, si vous aimez les romances psychologiques, vous pouvez y aller. Il y a beaucoup de TW, mais moi j'ai trouvé que ça valait le coup. Et la plume aussi. La plume vaut le détour, donc vraiment, si vous avez envie de pleurer, go. On est presque à la fin, c'est promis, on va passer dans la catégorie autre, et en fait j'en ai que deux à vous montrer dans cette catégorie. Le premier, il est dans les tops de beaucoup de personnes, et il s'agit de La femme de ménage, qui est un thriller. J'en lis très peu, mais celui-ci m'a vraiment marqué parce que à partir du moment où j'ai lu la première page, je n'ai pas réussi à le reposer. C'est un livre extrêmement angoissant, on est vraiment plongé dans un univers qui, moi personnellement, me mettait des frissons. Pour certains, le plot twist n'est pas ouf, personnellement je l'avais quand même un petit peu deviné, mais bizarrement j'ai quand même été surprise. J'ai vraiment beaucoup aimé, et en fait au-delà de la fin, je trouve que c'est vraiment le livre qui met dans une ambiance vraiment... Bref, c'était horrible. Dans ce livre, on va suivre Millie qui se fait embaucher par une famille très riche en tant que femme de ménage, donc pour faire le ménage, préparer les repas. Sauf que rapidement, elle se rend compte que la femme, elle est quand même un petit peu bizarre, elle lui donne des contre-ordres en permanence, elle l'engueule, elle est désagréable, elle est lunatique, enfin... Vraiment, l'ambiance est très chelou. Et petit à petit, elle va comprendre qu'il y a un truc un petit peu pas normal qui se passe dans cette maison, mais elle saura pas trop quoi au début. Et bien évidemment, elle va essayer de comprendre. Et nous aussi, on essaie de comprendre en lisant ce livre. Et franchement, j'ai trop aimé. Et je pense que c'est pas mal quand vous commencez les thrillers. Voilà, c'est pas trop compliqué, il est quand même plutôt court. Si vous vouliez tenter, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés sur celui-ci. Et enfin, pour le dernier livre, on va pas être sur un livre, on va être sur un roman graphique parce que j'ai commencé les romans graphiques et les manhwas cette année. Et j'en ai découvert un qui m'a vraiment séduit. Il s'agit de L'Or Olympus et ça a été un énorme coup de cœur. Déjà, on est sur une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone et Dieu sait que j'aime la mythologie, donc là, vraiment, j'ai adoré. En plus, c'est une revisite un petit peu urbaine, très moderne, qui parle de sujets quand même assez compliqués. Il y a beaucoup de TW, donc faites attention à vous. Les images sont splendides, je sais pas si vous allez bien voir. C'est quand même principalement sur 2 ou 3 couleurs à chaque fois. Mais moi, je trouve ça magnifique. Seul petit problème avec ces romans graphiques, c'est que le tome coûte 25 €. Ça pique, voilà.
Mais je crois qu'ils sont dispo en petit format poche pour un peu moins cher, sûrement 15 € ou quelque chose comme ça. Donc si jamais il y a cette alternative-là, et je crois qu'ils sont encore disponibles sur Webtoon sinon. J'ai un doute, mais bon, ça se vérifie, je pense. Voilà pour mes meilleures lectures de l'année 2024. Désolée, ça a dû être extrêmement long, mais je suis contente d'avoir pu vous parler de tous ces livres parce que je trouve vraiment qu'ils méritent plus de visibilité. J'ai pu vous en faire découvrir ne serait-ce qu'un, bah franchement, c'est mission accomplie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains, si vous les avez aimés, si vous venez d'en découvrir et qu'ils vous tentent. Mais surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est vos coups de cœur de l'année 2024 parce que peut-être que je les ai pas lus. Et il faut absolument que je remédie à ça parce que peut-être que ça pourrait être mes coups de cœur 2025. Donc n'hésitez pas à me les donner et j'essaierai d'en lire quelques-uns. Merci beaucoup d'être resté jusque-là en tout cas. Et moi, franchement, bah, je vous dis à très vite et puis bonne lecture. I am walking down the street.